Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, un épisode parallèle, car pour cette saison, j'ai tenu à représenter aussi des métiers qui sont associés à la conservation-restauration du patrimoine. Aujourd'hui, je suis donc avec Ariane Lepillet, qui est chargée de mission Interbibli pour la région Grand Est. Bonjour Ariane. Bonjour et bienvenue à Art à Cœur et à l'Opératorium, tu inaugures les locaux. Donc voilà, je suis très contente de te recevoir. Tu as un métier, on peut dire, voisin de la conservation-restauration du patrimoine. Donc, en fait, on se connaît sans se connaître dans nos métiers respectifs. Enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, c'est la découverte de ton métier aujourd'hui. Donc, je veux bien que tu m'expliques un petit peu ce que c'est être chargé de mission patrimoine. En fait, je pense qu'il faut d'abord du coup expliquer ce que sont les structures régionales livre-lecture. Interbibli, c'est une association professionnelle de coopération régionale entre les acteurs du livre, de la documentation et du patrimoine écrit dans le Grand Est. Il faut prendre sa respiration avant de citer la phrase entière. C'est une association de 1901. Il y a des structures similaires dans les autres régions en France. Quasiment toutes, et sous des statuts différents. On compte parmi nos adhérents des bibliothèques municipales, territoriales et universitaires, des services d'archives, des centres de documentation, des manifestations littéraires des auteurs et des professionnels qui adhèrent individuellement. Et voilà, chaque région a une structure qui est similaire et le but c'est de conduire des actions en faveur de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, etc. et d'organiser la coopération professionnelle dans le domaine du livre. Et on constitue, on est subventionné en très grande partie par la DRAC, donc l'État d'un côté et la région de l'autre. Et on est un relais privilégié entre ces acteurs pour mettre en œuvre et ajuster sur le territoire les politiques publiques du livre et de la lecture ou culturelle, décidées en plus haut lieu. On a plusieurs pôles, en fait on est une toute petite équipe et on intervient sur tout le Grand Est. On est 4 chargés de mission. Moi je suis sur le patrimoine écrit. J'ai une collègue numérique et communication, une collègue sur la vie littéraire et une directrice. Voilà, le but c'est d'organiser la coopération professionnelle, faire de l'animation de réseau, organiser de la formation, faire circuler l'information professionnelle. On est aussi opérateur de certaines actions, un festival littéraire, des rencontres d'auteurs en lycée. Pour ce qui est du patrimoine, on organise des chantiers de catalogage, des actions de valorisation du patrimoine écrit. On coordonne un plan de conservation partagé, des périodiques. On publie sans doute des choses, on participe à des journées professionnelles en tant qu'experte dans certains domaines. Voilà, c'est très très vaste. Et pour l'anecdote, je me suis rendu compte récemment à un repas de famille que la plupart de mes proches comprennent pas du tout ce que je fais, mais vraiment pas du tout.
Et souvent pour simplifier, on dit que je suis bibliothécaire. Alors à la base, j'ai été bibliothécaire de fonds patrimoniaux et à ma nièce qui a 5 ans, je dis que je suis bibliothécaire parce que forcément le blabla que je viens de dire avec toutes les périphrases, etc. Et encore, c'est la version un petit peu simplifiée parce que dans le Grand Est, on n'est pas une structure pour le livre comme d'autres régions, on est un réseau de plusieurs structures organisées qui s'appelle Livre-Est et là ça va devenir compliqué à expliquer, mais voilà, pour faire simple. En tout cas, pour le patrimoine écrit, on travaille étroitement avec la DRAC, c'est plutôt l'État qui voit avec nous ces différentes actions. Prenons des risques. Qu'est-ce que c'est la DRAC, du coup? Oui, c'est vrai. Alors c'est un travers. J'explique pas l'État. La direction régionale des affaires culturelles, c'est le service déconcentré de l'État en région pour ce qui est de la culture. Ok. Et ils font quel type de choses, du coup, avec vous, typiquement? Alors, il y a plusieurs choses sur le signalement. On travaille étroitement ensemble parce qu'il y a différents dispositifs de subvention qu'ils supervisent ou où on intervient conjointement sur un peu le côté expertise et aide aux bibliothèques aussi, parce qu'il faut voir aussi que les structures régionales pour le livre ont vraiment un rôle d'accompagner tous les établissements sur le territoire et en particulier les petites bibliothèques qui sont pas forcément formées et voilà, d'avoir cet accompagnement supplémentaire. Donc par exemple, tu as des subventions qui vont servir à acheter des livres, les restaurer, quel type de choses? Bah alors nous, pas directement. J'en reparlerai certainement, mais j'ai un compte Instagram et je partage beaucoup du contenu en rapport avec l'histoire du livre, avec les collections, etc. Mais je les vois assez peu. Nous, on fait vraiment de la veille professionnelle et de l'animation de réseau. On n'est pas directement en lien avec les collections ou voilà. Donc on n'a pas d'achat de livres du tout. Pour ce qui est de la restauration, je fais partie à titre consultatif de la commission du FRAB en région Grand Est, le fonds régional de restauration et d'acquisition en bibliothèque. Et donc on reçoit et on étudie les demandes d'acquisition et de restauration. C'est les commissions. Voilà, donc du coup je fais partie des commissions à ce titre, mais du coup assez peu. Et on coordonne tout ce qui est animation de réseau, on coordonne un groupe de travail sur et d'entraide professionnelle sur la question des plans d'urgence et de la conservation préventive. Ça c'est un des sujets. Toujours à Interbiblio ou dans le un Interbiblio, ouais, ça c'est une action. C'est hyper riche tout ce que tu viens de sortir. Moi-même je suis en mode Oui, non, j'oublie plein de choses. Est-ce que tu veux du coup toi peut-être alors nous parler du coup, est-ce qu'il y a une journée type déjà, est-ce que ça peut exister? Pas tellement, et en plus c'est un poste sur lequel il y a, et c'est pareil pour mes collègues, il y a beaucoup de déplacements. On se rend beaucoup sur le terrain à travers toute la région, ou soit directement dans des bibliothèques, des services d'archives, ou parfois dans des commissions, des réunions, des formations, etc. Il y a absolument pas de journée type du coup et aujourd'hui même j'étais à une journée professionnelle organisée par la BNF parce qu'on vient de publier un guide d'utilisateur de l'outil Tapir. Alors voilà, c'est aussi très pointu, c'est l'outil Tapir. Ouais, ça s'appelle Tapir et c'est un outil qui a été développé par la Bibliothèque nationale de France pour le catalogage des manuscrits et archives dans les bibliothèques territoriales et leur publication dans le CCFR, qui est le catalogue collectif de France. On a mis en place un outil et on a créé son guide, son mode d'emploi, son guide d'utilisateur. Et voilà, c'était un très gros travail, quasiment 1 an et demi de travail pour que le guide naisse. Et on le présentait aujourd'hui aux collègues et on avait des ateliers toute la journée là, à la BNF. Et donc le catalogage, c'est quoi? Ça englobe quoi exactement? En fait, le fait de faire des notices pour les ouvrages et que ça soit disponible dans des catalogues. Et comme en fait, Interbiblio, je l'ai pas encore dit, et pôle associé régional de la BNF. Donc du coup, on travaille avec le service coopération de la Bibliothèque nationale pour des chantiers de catalogage et du coup de catalogage dans les catalogues nationaux. Donc ça va être mis en commun et ensuite, au voilà, niveau national, toutes les notices de tous les livres
Donc pour faire la petite référence, c'est ce qu'on trouve avec les cotes, les choses comme ça, le petit détail, c'est ça, du livre et d'auteur. Ouais. Du coup, pour les imprimer, oui, il va y avoir une notice, le livre, la description, l'auteur, les détails bibliographiques, enfin voilà. Et justement, il y a un outil à part pour les manuscrits et archives parce que c'est un format différent et c'est de l'XML, EAD, et c'est un fonctionnement en arborescence. Et du coup, c'est des inventaires. Et voilà, c'est un petit peu différent. Et il y a un catalogue national, toutes les bibliothèques cataloguent dans le même. Les bibliothèques territoriales dans un catalogue, l'enseignement supérieur et la BNF. Mais ce qui fait que le même catalogue interroge toutes ces bases de données et on accède à tout. Donc on comprend que ce soit innovant, c'est hyper nécessaire et ça arrive entre guillemets seulement maintenant. Mais... Alors il y a toute une... Ça doit faire des années. On va dévier en histoire du catalogage, mais c'est pas forcément nous les agences de coopération, on vient en renfort sur cette question. C'est des chantiers qui sont menés depuis très longtemps et l'informatisation des catalogues en bibliothèque, ça remonte. Le catalogue général des manuscrits, à la base, c'est un catalogue papier. C'est une entreprise qui a été menée à partir de la deuxième moitié du 19e et ça a duré des décennies. Ça a été rétroconverti par la BNF au début des années 2000. Une rétroconversion, c'est quand on passe en langage informatique à un catalogue qui existait avant sous un autre format, papier. Il doit être énorme, le format papier. Donc, il y a beaucoup de tomes. Franchement, je sais plus. C'est l'encyclopédie. Oui, c'est énorme. Et c'était fait par établissement, par région, etc. Enfin, et cet outil a été mis en place pour justement permettre le catalogage plus facilement. Et la mise à jour, parce qu'on avait des cas dans le Grand Est où le CGM papier daté de 1870 et rien en ligne depuis. Alors qu'en fait, les collections se sont étoffées depuis. Voilà. Ouais, c'est vivant. Ok, ça. Donc c'est un peu. Est-ce que c'est un grand moment ou c'est moi qui imagine un truc genre que ce logiciel? Non, en fait, il a été mis à disposition en 2019 déjà. Alors après, il y a eu le Covid entre deux, etc. Le guide ne sort que maintenant, mais voilà, là, ça fait quelques années que l'outil est rodé et que les professionnels s'en sont emparés. Et en fait, les agences régionales ont le rôle soutenu par le ministère de la Culture, notamment via un appel à projet patrimoine écrit, parce qu'on nous a fixé un horizon 2025 à l'issue duquel il faudra avoir achevé le catalogage des collections patrimoniales en France. Et en même temps, voilà, il faut aussi une ambition, il faut fixer un objectif. Et oui, du coup, les agences régionales font des chantiers de signalement en recrutant des catalogueurs itinérants qui vont de bibliothèque en bibliothèque. C'est organisé généralement par territoire, pas que non plus trop de déplacement, et mettre à jour systématiquement, là en l'occurrence, tous les manuscrits et archives qui n'étaient pas encore catalogués en ligne. Et ça a permis du coup d'avancer très rapidement. Et c'est hyper important parce que des collections qui ne sont pas cataloguées n'existent pas pour le public. Et après, tant qu'elles ne sont pas cataloguées, il n'est pas question de numérisation. Et en théorie, il n'est pas non plus question de valorisation. Je vais y revenir, on a pas mal d'actions aussi de valorisation, mais là, à la base, c'est de savoir ce qu'on a et que le public sache et puisse le trouver et que ça soit indexé, etc. J'aime bien toujours quand ça part sur le public parce que ça montre que toutes ces questions de patrimoine, elles sont faites pour le bien commun et c'est tellement l'essence du truc. Du coup, donc, est-ce que tu veux nous parler d'une branche d'Interbibli, justement, qui a un projet actuel ou quelque chose qui te représente vraiment dans ton quotidien, même si j'entends que ton quotidien est très très diversifié. Si tu peux nous donner des exemples. Alors c'est vrai qu'il y a la partie catalogage, c'est un gros morceau et j'ai même pas tout détaillé. Il y a la partie aussi valorisation qui est alors parce que le catalogage c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy et ce qu'il y a de plus vendeur, ce qu'il y a de plus de parlant en tout cas pour le grand public, pas tellement. C'est pas quand on dépouille des textes, c'est un peu tout de suite prendre une tournure très différente. D'accord. Mais quoi que cela dit, on a recruté en ce moment une catalogueuse itinérante, Agathe, qui intervient dans les bibliothèques d'Alsace. Et le conservateur de la bibliothèque de Colmar lui a proposé d'intervenir aux Journées du patrimoine pour montrer au public ce qu'elle fait.
Et en fait, quand on catalogue des inventaires d'archives, c'est austère quand on est dans les inventaires qui sont en XML, etc. Ça paraît. Il y a une collègue qui m'avait dit une fois qu'elle travaillait à la gare parce que son train était retardé, etc. Et donc les gens voyaient son écran, etc. étaient persuadés qu'elle était en train de coder des sites, qu'elle faisait des trucs archives. Et donc ils tombaient de haut quand qu'ils apprenaient que c'était du catalogage de manuscrits. Je travaille avec des manuscrits avant. En fait, il y a un cliché aux yeux du grand public, alors déjà qu'ils font pas forcément bien la différence entre les bibliothèques, les archives, etc. Et en fait, voilà, on est le nez on est dans nos réserves, le nez plongé. En fait, on est, et même moi, sur ordinateur la plupart du temps. Est-ce que vous portez des pulls tricotés? Non, voilà, et puis on a nos chats. Ça, c'est tout à fait vrai. Là, je plaide coupable. J'ai un peu, je coche un peu. On mettra peut-être en lien le lien de ton compte Instagram qui est assez génial et représentatif quand même de ton univers dans un sens, même si tu dis que t'es pas toujours en contact avec les collections. Ok. Et du coup, donc, alors attends, on parlait de XML, donc c'est du code, hein, on est d'accord, c'est ça. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme une corde à ton arc que tu fais régulièrement? Alors oui, sur l'aspect valorisation, et que j'étais partie en disant que c'était plus sympathique. On a eu il y a quelques années le projet qui était en cours, c'était la publication d'un livre, une anthologie des trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne, qui faisait suite à un tome sur l'Alsace et qui a nécessité 2 ans de travail, et c'était extrêmement sympathique avec plusieurs dizaines d'établissements différents sur tout le territoire qui nous avaient proposé leurs trésors, et c'était l'occasion un peu de dépoussiérer justement ce qu'on entend par trésor et ce qu'on entend par patrimoine écrit, parce qu'en fait on allait large, on partait de marionnettes de l'Antiquité, parce qu'il y a un institut de la marionnette à Charleville qui a des collections, et on allait jusqu'aux livres d'artistes complètement contemporains, et on passait par les cartes, on avait un modèle anatomique, on avait des cartons préparatoires pour des vitraux, on avait vraiment toutes sortes de choses, et essayer justement de sortir de l'idée que les trésors des bibliothèques, c'est pas que les manuscrits enluminés. Alors certes, on en avait, on les présentait, ça fait toujours plaisir des yeux, mais ça brille. Ça fait toujours son effet. Mais voilà, on voulait aussi montrer que la notion de trésor, et même on était allé assez loin, parce que dans cette notion de trésor, par exemple, aux archives départementales de la Marne, ils avaient comment ça s'appelle, un instrument qui servait à poinçonner les passeports pendant la Seconde Guerre mondiale pour apposer le mot juif. Et comme ils étaient apparemment, selon les départements, plus ou moins zélés, dans la Marne, ils se contentaient pas de tamponner, ils avaient poinçonné pour que ça soit plus difficile à falsifier. Enfin voilà. Il a quelle forme ce poisson? Les toiles. Ah ouais, carrément. Ouais. Ils se donnent du mal. Avec, ouais. Et en fait, c'est, alors, on peut difficilement considérer, c'est pas un trésor. Alors, ça nie une valeur marchande, c'est pas beau, et ça fait, c'est pas, alors, ça a une valeur historique, effectivement, c'est pas le meilleur aspect. Et en même temps, c'est une histoire de devoir de mémoire, etc. Et de retranscrire de manière physique, de montrer à voir comment ça s'est produit, la traque administrative des Juifs sous le régime de Vichy. Et voilà, après, comme quoi la notion de trésor, on l'avait vraiment creusé très largement, mais c'était très intéressant du coup. C'est gratifiant comme projet parce qu'à la fin, on a le livre entre les mains, on peut le montrer, on peut l'offrir, voilà. Ça fait un bel outil de communication déjà en soi. Voilà. Tu disais justement que vous travaillez avec des maisons d'édition, etc. C'est dans cet objectif-là ou carrément autre chose? Non, alors en plus dans notre organisation dans le Grand Est, on est organisé un réseau Livrest, et Interbibli est plus positionné sur la vie littéraire et le patrimoine écrit, et il y a des structures qui sont plus orientées, les deux autres, économie du livre, et eux ils vont être sur les éditeurs et la librairie. Après on a des actions qui sont communes, on a une convention d'objectifs, voilà, on a des choses en commun. Et voilà, nous on travaille sur les éditeurs, mais sur des projets spécifiques. On est aussi en lien. Comment ça se trouve qu'on
qu'on arrive à rassembler finalement patrimoine, édition et parce que pour moi c'est complètement étranger parce que nous on est dans nos musées, dans nos vieilles collections. Du coup, ce regard vers une production moderne est assez rare en fait. Est-ce que ce réseau justement avec la modernité, les collections anciennes a une vocation particulière? Bah, moi j'ai tendance à bien aimer quand on a des projets qui décloisonnent le patrimoine écrit. Faut savoir aussi que parfois, enfin souvent, au sein d'un même établissement, enfin une bibliothèque, typiquement, le service patrimoine peut avoir tendance à être... En plus, comme c'est des connaissances très spécifiques, c'est un peu des équipes spécialisées, elle peut avoir tendance à être un peu cloisonnée. Et j'aime bien justement quand on a des projets, des partenariats qui sortent un petit peu. C'est l'occasion de citer le projet actuel. Voilà, depuis que Trésor a été publié, qu'on en a un peu fait la promotion, certes un peu ralentie par le Covid, mais voilà, notre nouveau projet, c'est un site internet pour valoriser les fonds d'archives littéraires, parce que c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le catalogage des archives et manuscrits. Ça fait des années qu'on a ces chantiers de mise à jour du catalogue général des manuscrits, et on a signalé énormément de fonds d'écrivains. Et on s'est dit que il fallait peut-être faire quelque chose pour les mettre en valeur. Et on cherchait une idée de thème, justement comme notre raison d'être Interbibli, c'est faire de la coopération professionnelle, fédérer les professionnels dans un même projet. Là, l'idée, c'était de trouver un thème qui permette de réunir un peu tout le monde sur tout le territoire, pas trop spécifique. Il faut savoir que Interbibli, historiquement, était la structure livre-lecture de la Champagne-Ardenne. Donc, les sujets précédents de valorisation, on a eu le champagne. Alors, c'était très local, du coup. Là, il fallait trouver une thématique qui puisse réunir tout le monde. Et des fonds littéraires, il y en a partout, un petit peu. Et des auteurs qui sont souvent méconnus, ou alors qui ont une certaine reconnaissance à leur époque et qui sont un peu tombés dans l'oubli. On a des fonds d'auteurs qui ont écrit en langue régionale, enfin, on a plein de choses. Des contemporains aussi, du coup? Et des contemporains. C'est ça l'idée? Ouais. Qui lèguent, du moment qu'ils ont légué leurs archives dans une des institutions de la région. Et là, pour le coup, on a autant des services d'archives, des bibliothèques, des musées, le musée Rimbaud à Charleville, par exemple, qui ont des collections. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans un projet comme ça, et on essaye à travers... Ça va être un site internet qui propose des parcours pour découvrir ces fonds et ces écrivains à travers leurs archives, sur une cartographie qui les géolocalise, et voilà. Et la cartographie et l'univers graphique du site, on a confié ça à une artiste de la région contemporaine, et on va aussi demander à mettre à contribution des collègues, non pas des services patrimoine, mais des bibliothèques de lecture publique pour faire des enregistrements audio et des extraits de ces œuvres, parce que l'idée c'est un peu de faire découvrir aussi les plumes de ces écrivains et donner un peu envie d'aller les lire. Et on a aussi tissé des partenariats avec le collège de pataphysique, toujours en activité, avec le service tourisme de la région, avec des associations de promotion de défense des langues régionales. Est-ce qu'il y a une thématique trésor cette année en particulier ou pas? Parce que je travaille en ce moment pour la bibliothèque de Versailles qui prévoit donc son exposition trésor à la rentrée, donc ça me parle complètement ce que tu as dit. C'est un classique en fait des bibliothèques. Il y a plusieurs. J'en connais plusieurs qui ont fait des expositions à thématique trésor. C'est quelque chose qui parle au public aussi. Et après, c'est intéressant aussi de voir que les bibliothèques n'ont pas forcément du tout les mêmes notions. J'avais vu il y a quelques années une exposition à Cambrai aussi autour de la notion de trésor. Ils avaient aussi complètement dépoussiéré la chose, même ils étaient allés assez loin, et puis en faisant quelque chose de participatif avec des personnes du territoire qui s'appropriaient des trésors et qui les présentaient à leur manière. Enfin oui, ils étaient allés... S'approprier des trésors? Comment ça? En fait, qu'ils en choisissaient un et qu'ils le présentaient, et à chaque fois, ça résonnait avec quelque chose de leur propre histoire. Ils choisissaient en fonction d'un aspect qui leur parlait, et du coup, ils le présentaient pas comme des experts, mais comme des usagers de la bibliothèque et qui présentent un des trésors. Ça illustre bien ce que tu dis sur ce côté très vivant en fait du livre dans vos travaux justement. Et donc, par exemple, dans une journée comme aujourd'hui où tu as fait des ateliers donc dans une bibliothèque, c'est quoi le type d'atelier, de rencontre que vous faites?
Nous, on organise pas mal de journées professionnelles et de formations. Après, souvent les thématiques ils sont en lien avec nos chantiers en cours. Donc, on a fait des choses sur le catalogage, des choses sur la conservation préventive. On a fait pas mal. Là, on a une formation à venir sur photographier le patrimoine écrit. J'aime bien, elle est un peu originale celle-là, sur autant les côtés très techniques de la photo sur les objets du patrimoine, parce que ça peut être vraiment éviter les reflets, les différents supports, comment très pragmatique. Comment se faire son studio photo, très très pragmatique, et les questions un peu juridiques de diffusion, de droit, etc. On a des thématiques vraiment variées en formation. Et aujourd'hui, oui, les ateliers, c'était comme on vient de lancer un tuto et l'outil est relativement récent, c'était un peu récolter les envies, les besoins pratiques de ceux qui l'utilisent et de faire une synthèse de tout ça. Et donc tu voyages donc toi t'es dans la région Grand Est, mais tu voyages dans toute la France ou c'est exceptionnel Paris? Non, alors la plupart du temps dans le Grand Est et de temps en temps en France. Alors quand même assez régulièrement à Paris, notamment quand c'est des choses qui ont un lien avec la BNF. Après il y a des rencontres un peu des incontournables en patrimoine écrit. Alors il y a les journées nationales du patrimoine écrit qui sont organisées par le ministère de la Culture et c'est une région différente chaque année. Donc là je reviens d'Aix-en-Provence, donc parfois c'est un peu exotique pour moi. Et les journées bibliopathes. Et bibliopathes, c'est une association professionnelle des personnes qui travaillent dans le patrimoine écrit. Et ils organisent des journées d'études aussi chaque année et alors jusqu'ici à Paris, maintenant peut-être éventuellement en région aussi. Donc c'est généralement à ces deux occasions-là que je sors de mon repère. Donc t'as combien du coup de grands pôles interbibi, donc t'as Grand Est et un petit peu pour cartographier justement. En fait, il y a toutes les grandes régions ont leur structure régionale, sauf l'Île-de-France et la Bretagne. Et l'Île-de-France, c'est un cas un peu particulier. Voilà. Mais sinon, chaque région est avec D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont plus nombreux que nous. Voilà. Mais nous, on a cette particularité qu'on a un réseau, donc il y a plusieurs structures. Donc nous, Interbibi, on est vraiment une toute petite équipe. D'accord. Et donc tu disais que c'était parti de Champagne, le début de l'association. Oui, après avoir voyagé, on va repartir dans ton coin. Oui. Historiquement, c'était la structure, l'association professionnelle de coopération de la Champagne-Ardenne, et du coup, qui a ouvert ses statuts au Grand Est au moment où il y a eu la réforme territoriale et où les régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ont fusionné. C'était quand? Et c'était 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il y a eu des particularités, ça dépendait vraiment des régions. Parfois, il existait deux agences, par exemple, une Hauts-de-France et une Picardie, elles ont fusionné. Nous, il n'existait pas de structure similaire en Lorraine, et pour l'Alsace, il y avait une association pour le patrimoine écrit qui s'appelle Cordial et dont on a récupéré les missions au moment de la fusion. D'accord. Donc voilà, c'est aussi pour ça que géographiquement, nos bureaux sont installés à Châlons-en-Champagne. C'était central pour la Champagne-Ardenne, maintenant c'est moins central. C'est sûr. Donc on passe du temps dans le train. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as du coup une expérience qui t'a marqué ou quelque chose en particulier chez Interbibi? En même temps, c'est difficile en particulier parce que oui, il y a tellement de choses différentes qu'on fait. Et par exemple, oui, aujourd'hui, j'ai été à Paris pour le catalogage des manuscrits. Et hier, j'étais à Reims pour la journée annuelle de notre plan de conservation partagé des périodiques. Alors ça, pareil, c'est spécifique. Je vais peut-être expliquer parce qu'effectivement, ça doit pas forcément parler aux gens qui ne sont pas du métier. En fait, il y a un enjeu, je crois, particulièrement sur 3 points avec les collections de presse. C'est que d'une part, il y a un vrai intérêt documentaire et une demande des gens. D'autre part, des problèmes que toutes les bibliothèques rencontrent de saturation des espaces de conservation. Et la presse, ça prend énormément de place. Et enfin, un problème de dégradation des supports.
Presse moderne, excuse-moi, je t'interromps. Il y a la presse moderne aussi, parce que je pense pas qu'on s'en rende compte forcément. C'est que on conserve a priori, si je dis pas de bêtises, au moins un exemplaire de toutes les sorties. Genre le 20 minutes de métro là qui finit dans le caniveau, il y en a un dans. Il y a des bibliothèques, enfin la BNF notamment, des missions de dépôt légal, éditeur et du dépôt légal à imprimeur. Et oui, en fait, les plans de conservation partagés, ça dépend les régions et ça dépend les contours, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont. Ça peut être de la presse ancienne comme de la presse. Nous, en fait, c'est de la presse vivante. Et voilà, c'est des supports qui sont pas faits pour durer. Et là, il y a vraiment même pour ce qui est de la presse ancienne, il y a des chantiers de numérisation de masse qui sont lancés parce qu'on sait que le support en fait s'autodétruit. Il est pas fait pour durer, c'est du papier acide, ça s'effrite et ça part en miettes. Et donc il y a un enjeu pour les plans de conservation partagés finalement de se répartir cette tâche de conservation pour qu'il y ait une représentation documentaire sur un même territoire, mais que voilà, c'est pas la peine que chaque bibliothèque conserve le monde depuis la collection intégrale, donc du coup, c'est réparti, on décide quelle bibliothèque a la responsabilité de conservation de quel titre, et quand les bibliothèques qui ne sont pas responsables désherbent leur collection parce que eux ils gardent que l'année en cours ou quelque chose comme ça, ils l'échangent et voilà, ça circule, ce qui fait qu'on a des collections complètes sur un même territoire et c'est un des chantiers qu'on coordonne et on avait la réunion annuelle hier où on traite des titres qu'on voudrait sortir du plan, ce qu'on veut réintégrer, les questions de convention et il y a aussi une partie les collègues ramènent des cartons et s'échangent les choses. Ce qui va partir à la poubelle ou pas du tout? Alors je sais que le public est pas toujours prêt à l'entendre, mais il y a des choses qui partent en benne. T'as utilisé un mot intéressant. Désherber. Hey. C'est parfois un tabou je crois que parfois ça choque des usagers, mais la place de conservation coûte cher parce que et notamment en patrimoine parce que c'est des locaux climatisés, il y a des impératifs de conservation préventive qui font qu'on contrôle la température, l'humidité. La place n'est pas à volonté et ça prend une place de dingue. Et oui, effectivement, les collections de périodiques notamment et les collections courantes. Après pour le patrimoine c'est différent parce qu'une fois que le document a le statut de collection patrimoniale et ça c'est défini juridiquement dans le livre 3 du Code du patrimoine, c'est inaliénable, on peut pas le détruire, on peut pas le donner, on peut pas le vendre, etc. T'as certaines parties du patrimoine, c'est ça qui sont estampillées inaliénables en fait, c'est ça? Alors que d'autres sont renouvelées peut-être à des rythmes. En fait, ce qui fait partie, c'est vrai que ça vaut peut-être le coup, la petite définition de ce qu'est le patrimoine écrit finalement. En fait, voilà, c'est une définition qui va venir coupler différents critères il y avait la description classique rare, ancien et précieux. Et en fait, c'est défini. Ce qui est rare, c'est pas subjectif, c'est indiqué, il y a tant d'exemplaires qu'on retrouve dans un catalogue. Ancien, il y a des dates. Précieux, il y a aussi des seuils de valeur marchande et aussi un critère d'intérêt du point de vue de l'histoire, des techniques, des sciences, etc. Par exemple, un document manuscrit, comme il est unique, en fait, lui, par définition, il est patrimonial. Donc on peut pas s'en défaire. Et dans les bibliothèques, je parle en particulier des bibliothèques, les archives, c'est encore différent. Mais dans les bibliothèques, on a le cœur des collections patrimoniales, elles sont constituées des confiscations révolutionnaires. Et c'est des collections du coup qui appartiennent à l'État, mais qui sont conservées dans des bibliothèques territoriales. Et les collections qui ont été acquises par telle collectivité, etc., appartiennent à la collectivité. Les confiscations révolutionnaires, genre justement, qu'est-ce que c'est exactement? C'est au moment de la Révolution, les nobles qui avaient fui, les établissements religieux,
on a confisqué les documents, on les a mis dans des grands dépôts, et voilà, et après ça a été réparti. Alors il y a des choses qui se sont perdues, alors je suis pas non plus complètement spécialiste du sujet, mais il y a des choses qui se sont perdues à cette époque-là, ou des bibliothèques qui se sont servies des belles pièces, etc. Et justement, c'est comme j'ai été à Aix-en-Provence récemment, ils avaient un exemple en fait, il y avait des inventaires qui étaient faits, et en particulier au moment des saisies révolutionnaires, les catalogues étaient faits sur des cartes à jouer, parce que voilà, c'était disponible, ça faisait des petites cartes. Ah oui, c'est ça, tu les mets dans une petite case. Bah oui, voilà, il y a un format, etc. Dans certaines bibliothèques, on peut en voir des catalogues sur carte avec celles qui les ont gardés. J'ai vu un exemple récemment, j'étais contente, mais il y a plusieurs bibliothèques qui en ont toujours les catalogues sur carte, mais littéralement sur carte à jouer. Tu saurais nous dire où on peut peut-être pas en voir, mais où... J'en ai déjà vu exposer à la bibliothèque Mazarine, Aix-en-Provence ils en ont, et parfois on les a en marque-page dans les livres. Ça n'a pas toujours été conservé parce qu'on a fait d'autres inventaires, on a fait d'autres catalogages, et puis après on n'a pas gardé cette forme-là, mais parfois on les retrouve en marque-page ou par exemple à la bibliothèque de Chaumont en Haute-Marne, sur mon territoire. Il y a des cartes à jouer comme ça qui ont été utilisées en renfort de reliure. Voilà, c'était considéré comme un déchet, enfin voilà. C'est du recyclage réutilisé, bah oui, parce qu'en fait, hier comme aujourd'hui, le papier coûte cher et on réutilise. Et ça se voit énormément dans la reliure. J'en ai vu une, je crois que c'était au diocèse de Pontoise, toute une reliure en carte à jouer, c'était assez génial. Ouais, alors c'est un livre liturgique, tu vois. Alors, et ça aussi, c'est vrai que dans les défaits de reliure, parfois des manuscrits médiévaux considérés sans intérêt ou obsolètes ou dépassés étaient utilisés. Et ça arrive parfois qu'on retrouve des textes qui étaient disparus. Et ou un feuillet de Bible de Gutenberg rarissime, et qu'on retrouve ça, et en fait c'était considéré comme un déchet et réutilisé dans le dos pour renforcer avant de coller. Et donc parfois voilà, on a retrouvé des parties jusque là perdues de chansons médiévales, de poèmes, de choses. C'est quoi tes meilleures justement rencontres ou découvertes de choses un peu improbables? J'ai vu quelque chose passer sur Twitter il y a pas longtemps. Oui. Il avait écrit quoi en pièce de hier. Oui. Vraiment pas longtemps. Très. Ils veulent pas être cités, donc on dira pas que c'était à la bibliothèque Carnegie de Reims. On veut pas d'ennui avec la bibliothèque Carnegie de Reims. Mais non, ils ont un moment, toutes les bibliothèques ont un peu l'étagère de la honte, les trucs mal triés, les trucs en cours de traitement. Et là, ils ont cela dit, on rigole à pas les dénoncer, mais c'est, vu l'écriture, ça date 19e, début 20e, et plusieurs rayonnages de liasses de documents intitulés broutilles non cataloguées. Après, il y a un classement alphabétique, comme Histoire 2, on a un peu classé, mais le côté broutille. Et ça, c'est une blague un peu entre personnes qui font de l'archivistique, parce qu'on est toujours tenté quand on est censé faire un plan de classement qui rende compte d'une organisation intellectuelle de la collection, etc. Des documents par typologie, par thème, par chronologie, etc. Sauf qu'on est toujours très tenté parfois de mettre divers. Documents divers, le fourre-tout, et parfois ça a des appellations différentes, et on voit des choses qui ont été faites dans le passé, et là, Broutilles, c'était rigolo. C'était farfelu, ouais. Mais oui, je vois souvent, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon compte Instagram, du coup, des choses un peu insolites sur lesquelles je tombe, ou d'essayer d'apporter un regard différent. Alors souvent, c'est des photos avec des petits détails, parce qu'effectivement, après des années à avoir sillonner différents fonds patrimoniaux. C'est vrai que je vois assez peu les documents, mais par contre j'en vois de beaucoup d'établissements différents, et j'ai vu pas mal de choses, et du coup j'ai développé un œil pour repérer les choses un petit peu inhabituelles dans scan. Oui. Par exemple, à un moment, à l'occasion d'une journée d'études, les collègues de la bibliothèque de Dijon m'ont fait visiter leur fonds ancien, et mon radar a repéré une reliure où le fer estampé à chaud sur le dos, ça donne des petits décors dorés. C'est un chat, et apparemment je crois que c'est la Madame du Deffand qui
décorait ses livres comme ça. Et le petit chat, je crois, je sais plus si la collègue l'avait repéré, mais j'ai vu tout de suite. C'est assez rare. Parce que c'est inhabituel. Ouais. Et du coup, normalement, c'est des petites fleurs. J'étais contente et ça a fait un tabac un petit buzz, un léger buzz. Oui, il y a un univers parallèle sur Twitter et Instagram, un monde d'archives assez, ça parle beaucoup, en fait. Oui, ouais. Et on peut quand même toucher le grand public parce que quand je vois les abonnés, sur Instagram, j'en ai plus de 10 000 alors que c'est quand même un sujet vraiment de niche et c'est pas que des gens qui s'y connaissent à la base ou qui sont du métier, etc. Donc après sur Twitter, mon plus gros buzz à ce jour, c'était sur des photos de la salle de bain dans la maison d'Émile Zola. Donc alors c'est imprévisible ou alors parfois je vois un truc très très beau, une belle photo, un truc rare et ça fait un flop et c'est un peu imprévisible. Ouais, la salle de bain de Émile Zola, ça... Ce qui compte, c'est de montrer qu'en effet, c'est toujours actuel, quoi. Tout ça, ça parle toujours à l'esprit d'aujourd'hui et c'est un peu la mission interview, quoi. Tu préfères quoi dans ce métier et qu'est-ce que t'aimes le moins? Ce que j'aime bien, c'est la diversité des missions, clairement. Pas encore, en tout cas, de lassitude professionnelle ou d'impression d'avoir fait le tour ou au bout d'un moment on veut changer un petit peu là. Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ce métier chez je suis à Interbibli depuis la fin 2018. Ok. Donc en fait suffisamment longtemps pour commencer, un peu rodé dans le poste, enfin j'espère, mais pas assez longtemps pour que j'ai l'impression d'avoir fait complètement le tour. Et avant, j'avais travaillé un petit peu à la bibliothèque municipale du Havre. Et, j'ai été prof contractuelle de lettres classiques pendant une petite période. C'était un peu alimentaire. Ça m'a parfaitement refroidi du monde de l'enseignement. Je comprends tout à fait pourquoi ça n'attire pas, sans rentrer dans les détails. Et j'ai aussi travaillé, j'étais responsable de la bibliothèque de l'Alliance française à New Delhi, après mes études. Ah oui, t'as bougé. Là, j'ai bougé. C'est bien, mais tu bouges définitivement beaucoup, en fait. Oui, j'ai l'habitude de bouger, donc comme c'est un poste, c'est un des aspects qui me plaît aussi, le fait qu'il y ait des déplacements. Alors, c'est pas complètement anodin aussi sur l'impact sur la vie personnelle, parce que ça fait des journées à rallonge, ça fait souvent très tard, c'est une certaine fatigue, l'aspect déplacement, et en même temps, c'est sympa et ça permet de de travailler avec beaucoup de personnes différentes. Et ça m'amène aussi au point un petit peu négatif, c'est que en fait paradoxalement c'est un poste sur lequel je suis assez seule. Déjà je suis seule sur le patrimoine à Interbibli et comme c'est un peu pointu, voilà, mes collègues on a chacune nos missions et voilà et sur le patrimoine j'ai vraiment tendance à être toute seule alors que mes collègues travaillent plus ensemble sur d'autres projets. Et c'est un petit peu hors sol entre guillemets parce que je suis souvent hors déplacement du coup à mon bureau à Châlons-en-Champagne, donc certes je travaille avec beaucoup de monde mais paradoxalement aussi je suis souvent très seule. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire ce métier justement? Toi, comment t'es arrivée là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves, etc. Ah oui, en fait mon parcours, j'ai fait classe préparatoire après le bac et alors très honnêtement c'était un peu à défaut de savoir comment m'orienter et effectivement après quand on a des bons résultats et qu'on nous pousse un peu vers cette filière, les concours de l'ENS ou de l'enseignement ça m'a jamais tenté, mais j'ai fait ces 2 années et alors c'était extrêmement intéressant, c'est sûr que c'est stimulant intellectuellement, ça donne un bon socle de culture générale, c'est pluridisciplinaire. Après la prépa, j'ai eu une équivalence lettres classiques ou lettres modernes. Je suis allée en lettres modernes à la fac. J'adore le latin, mais c'était pour larguer le grec au passage, qui me plaisait moins. C'est des langues très différentes. Et voilà. Après, arrivée en licence, je savais que je voulais pas aller dans l'enseignement. Comme je l'ai dit, j'ai testé quand même. C'est pas un préjugé. J'ai un grand respect pour les personnes qui le font et qui font ça avec passion malgré les conditions très difficiles. Et je suis bien placée pour le savoir parce que mes 2 parents sont profs. Et voilà, c'était pas du tout ma vocation. Donc, arrivée à la licence, je commence à me dire, il faudrait peut-être alerte, il va falloir quand même trouver et change le destin familial. Oui,
Et on avait eu un cours super intéressant d'histoire du livre justement. Et c'est là où j'ai découvert la discipline et ça m'a plu. Et j'ai repéré un master à l'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, qui est à Lyon et qui forme les élèves fonctionnaires stagiaires conservateurs d'État des bibliothèques. Et ils ont aussi des masters. Et voilà, j'ai fait mon master là-bas, culture de l'écrit et de l'image. Donc j'étais plutôt en lettres et là j'ai dévié vers un master sciences de l'information, d'ailleurs qui était plutôt histoire d'ailleurs. Donc, mais après cela dit, quand on vient de prépa et qu'on a un socle pluridisciplinaire, donc t'as fait bac général littéraire peut-être? Oui. Littéraire. Ouais. La prépa 2 ans, c'était quoi, l'ENS du coup? Ouais, c'est la prépa Ouais. la prépa littéraire. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Et ensuite donc ce que tu viens de nous expliquer. Et après mes études, je suis partie en Inde. Et voilà. Enfin, c'est peut-être une parenthèse que tu veux garder pour ton parcours, mais est-ce que c'est un lien ou... Ah, bah en fait, c'était un pur hasard. On avait via l'ENSIB une liste de diffusion pour diffuser, pour faire passer des offres d'emploi aux anciens élèves. Et je connaissais pas du tout le principe des volontariats internationaux à l'étranger. Et il y avait un poste voilà, en bibliothèque. C'est supervisé par le ministère des Affaires étrangères et c'est une mission d'1 ou 2 ans pour des jeunes diplômés. Je crois qu'il faut avoir moins de 27 ans. Du coup, c'est une opportunité parce qu'on peut avoir des postes sympathiques si on est prêt voilà, à partir. Mais ça fait une super première expérience. Et l'année où j'ai postulé, il y avait 2 possibilités. Kaboul ou New Delhi. Du coup, je me suis dit, New Delhi. J'ai cru que t'allais dire Clermont ou New Delhi. Attention, désolée au Clermont, toi, j'ai rien dit. Non, là, c'est un dispositif à l'étranger, donc c'était dans le réseau culturel français à l'étranger, soit les alliances, soit les instituts français. Donc tu faisais quoi là-bas? Et du coup, j'étais responsable de la bibliothèque de l'Alliance française et de l'Institut français. Donc plutôt francophone encore? Ouais, bah alors oui, c'était francophone du coup, mais en fait, je parlais souvent en anglais. C'est en fait une Alliance française, c'est une association de droit local qui dispense des cours de français. Donc il y avait beaucoup en fait d'apprenants en FLE, en français langue étrangère, donc des Indiens. En FLE. Et comment c'est quoi en FLE? FLE. Français langue étrangère. Ok, je connaissais pas. T'as plein d'acronymes. Oui. Et un public d'expats qui venait chercher des ressources en français, lire Le Monde et voilà, emprunter des DVD, des livres, etc. Okay. Et donc après c'est la gestion de bibliothèque, de l'équipe, des commandes, etc. Donc une bibliothèque. De l'animation. Ordinaire, mais dans un lieu extraordinaire et ça a et changé puis un peu. Alors ça, c'était pas en patrimoine, mais c'était quand même un peu une bibliothèque un peu spécialisée en apprentissage du français. Et alors, t'es repartie donc au bout d'1 an, sans regret. Le contraste avec la France, ça a donné quoi? En fait, c'est marrant parce que le plus dur, c'est pas de partir, c'est le contraste quand on revient qui est bizarre et parce que c'est comme c'est 2 mondes différents là. C'est très très différent. Et cela dit, du coup, c'est très enrichissant comme première expérience professionnelle parce que voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir pour me mettre le maximum de difficultés sur le dos dès le... Alors, mais c'est vrai que même dans l'avion en partant sur New Delhi, j'étais encore en train de me demander dans quoi je m'embarque. Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Et ça s'est passé très vite en plus entre le recrutement et le moment où je suis partie, ça a été très très rapide. Je crois que les entretiens devaient attendre octobre et le 1er décembre, j'étais en poste. D'accord. Et j'étais même en poste après un vol de nuit, total décalage, total jet lag et décalage culturel, etc. Et paf. Mais c'est marrant, jour. C'est un décalage, mais dans un lieu très codifié, avec quelque chose qui raccroche bien à tes futures missions en France, donc c'est assez intéressant. On avait mis en place une Culture Tech, qui était la bibliothèque numérique du réseau culturel français à l'étranger. Et du coup, les bibliothèques d'Alliance française en Inde, c'est un réseau, je crois, une douzaine de bibliothèques différentes. Donc il y avait déjà un peu cet aspect aussi, animation de réseau, formation des collègues sur cette plateforme numérique. Il y avait déjà un peu ça. Mais c'était pas un hasard, quoi. C'est pas quoi. Non, mais c'est un aspect qui me plaît, ouais. Et du coup, comment tu recommanderais justement à quelqu'un, enfin, qu'est-ce que tu recommanderais dans ce métier? Et alors c'est vrai que c'est marrant que tu poses la question, je suis pas totalement sûre que je recommanderais parce que
le parcours scolaire que j'ai fait est quand même très exigeant. Le master, les stages, oui, mon stage en plus je l'ai fait en Suède. J'ai eu la bougeotte. Ouais, globe-trotteuse. Non mais comme quoi tu casses tous les clichés des archivistes et de ce milieu et c'est incroyable. Et voilà, c'est exigeant. On fait des études longues et c'est vrai que j'ai encore plus pris conscience de ça avec les contestations sur la réforme des retraites, parce qu'effectivement, quand on s'est lancé dans des études longues, dans des secteurs où le recrutement peut être difficile, où on peut avoir des périodes de chômage, etc. Là, en l'état des choses, ma retraite pleine, je l'ai à 67 ans. Donc voilà, il y a quand même et en rentrant d'Inde, ça a été compliqué de retrouver un poste, parce que alors soit il faut passer les concours. C'était pas tellement mon truc, j'arrivais pas à me motiver pour ça. Et les concours pour entrer dans la fonction publique, pour travailler la plupart des bibliothèques sont territoriales ou d'État, et ils font un concours. Et sinon, c'est des postes de contractuels où il faut, alors certes, il faut être prêt à une certaine mobilité, mais bouger à l'autre bout de la France pour un salaire à peine supérieur au SMIC, pour un CDD de 9 mois, c'est hyper compliqué. Donc j'ai aussi eu quelques périodes de recherche, et puis c'est là où j'ai un peu tenté l'enseignement, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Mais voilà, avant de trouver ce poste à Interbibli, qui est d'ailleurs un CDI d'association privé, de droit privé. Ouais. Donc du coup, ça me convient tout à fait. Et les concours, je suis pas sûre de tenter finalement. Maintenant, ouais. Non mais c'est bien cette petite parenthèse. Mais voilà, enfin, faut savoir que quand on se lance, et je pense dans la culture en général, les places sont chères et je m'en rendais pas forcément compte en me lançant là-dedans de ce que c'est de vivre la précarité. Et en même temps, c'est aussi c'est ma passion, hein, puis d'aller voir mon compte Instagram. Mais voilà, il faut que le jeu en vaille la chandelle quand même. Et si c'était à refaire, je suis pas totalement sûre que je serais pas tentée par quelque chose de plus rentable ou de plus sécurisant. Ouais. T'as faire des expos le week-end, quoi. Oui, c'est Et justement, sur cette note peu conventionnelle, mais hyper honnête, donc merci pour ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur toi qui est inattendu vis-à-vis du métier, justement? Ça peut être un loisir, une trait de personnalité. Je sais pas, parce que je me demande, d'un autre côté, je suis assez cliché, parce que j'adore les trucs anciens, la brocante, j'adore mes chats, donc je suis quand même relativement cliché. Même dans mes loisirs, je fais j'ai pas mal expérimenté du côté des techniques anciennes de photographie, le sténopé ou le cyanotype, etc., ou des tirages anciens. Donc, et c'est aussi lié à ce que j'ai vu dans les collections, c'est lié à mon métier. Ça donne envie de tester justement ce que tu observes au quotidien, de retrouver cette matière un petit peu. Ouais, d'une manière réactualisée, mais voilà. Oui, j'ai peur d'être conventionnelle du coup. Hein. C'est assez intéressant comme t'as retourné ma question. J'adore, c'est génial. Désolée. Non, au contraire, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est un cyanotype du coup? Me voilà relancée sur un autre sujet. Effectivement, c'est un procédé de tirage photographique ancien ça a été inventé en 1842. Donc c'est vraiment on est dans tout le début de la photographie. Et c'est un procédé chimique, en fait, c'est un mélange de deux composés chimiques, donc ferricyanure de potassium et citrate d'ammonium ferrique, voilà, pour être précis, qui crée, mélangé ensemble, un mélange qui est photosensible. Et après, voilà, on badigeonne son support, ça peut être du papier, du tissu ou n'importe quoi, vraiment. Il y en a qui le font sur des sachets de thé, c'est très poétique, c'est pour que j'essaye un jour. Et n'importe quel support, en fait. Et après, voilà, on met par contact soit un négatif, soit un objet, enfin une plante séchée, etc. Et dans ce cas-là, voilà, ça ne crée pas une photo, mais un photogramme dans le terme. Et voilà, on l'expose au soleil et les UV vont faire réagir les composants chimiques. Après, on rince à l'eau et on a un tirage unique monochrome qui est bleu de Prusse. Et c'est très sympa à faire. En fait, c'est relativement facile du coup. Le procédé est facile Après avoir des beaux tirages, c'est une autre histoire, c'est des mois de pratique pour ma part, mais... Donc t'as une sacrée passion de ce côté, si j'entends bien. Je crois que t'en as d'autres, mais... Oui, non, j'en ai pas mal. Et le sténopé, en fait, c'est le fait de faire de reproduire le concept optique de chambre noire. C'est la même chose qui se passe dans l'œil humain, en fait. Et dans
procédé photographique. En fait, on prend n'importe quelle boîte. Je prenais des boîtes à gâteaux. Et le principe, c'est de faire un minuscule trou par lequel la lumière va rentrer. Et donc, les rayons vont se concentrer et vont projeter, inverser l'image sur la paroi d'en face. Donc, sur laquelle on place un papier photosensible et on a des photos sans appareil photo, du coup. Enfin, avec un appareil fait maison. Tu prépares le papier, du coup, pour que ça prenne la lumière et que ça oui, alors ça se fait en chambre noire, du coup. C'est ce qu'on appelle caméra oscura. Oui, c'est ça. Qu'on voit dans Les Jeunes filles à la perle, pour ceux qui... Et c'est vrai que pour les personnes de ma génération qui ont quasiment connu que la photo numérique, de retourner à ces procédés, ça fait, ça fait apprendre des petites choses en chimie et en optique et voir en fait comment ça fonctionne. On voit bien comment justement tout ton univers en fait fait le pont entre vraiment l'histoire et les technologies modernes, etc. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de nous reparler de ta présence sur les réseaux sociaux, parce que t'es vraiment donc très active. Si tu veux nous partager aussi des bonnes découvertes, des choses pour un petit peu prolonger ce qu'on vient de se raconter, l'univers du livre, ça serait plaisir. C'est vrai que l'histoire du pourquoi de mon compte Instagram, c'est justement et après celui de Twitter, je l'alimente depuis, je crois, depuis 2014, dans ces eaux-là. En fait, quand je suis rentrée d'Inde et que je retrouvais pas de poste en patrimoine écrit, et du coup, ça me manquait, et je me suis dit, j'ai trouvé cet outil-là pour partager et pour continuer aussi à me former et à apprendre et me forcer à aller voir des choses, plein d'expos, des salons du livre, parce que justement, moi, j'aime bien je crois que les collègues ont grillé cet aspect. J'adore aller les tripoter et je peux pas m'empêcher d'aller de me servir dans les rayons, de regarder, de toucher, de parce me que la phrase a commencé de façon louche, quoi. Les collègues vont m'en vouloir, je peux pas m'empêcher de les tripoter. Les livres. Soyons clairs. C'est du terrain. Mais oui, et du coup, c'était pour garder un lien. J'étais pas totalement sûre du coup de rester. Enfin, au bout d'un moment, je m'étais même dit, à la limite, réoriente-toi complètement si tu galères. Finalement, j'ai quand même trouvé un poste, mais c'était pour garder ce lien avec le patrimoine écrit. Et, en fait, en faisant les publications, ça me faisait réviser, apprendre des choses. Et on apprend. Alors c'est un domaine où on apprend toute sa vie, je pense. Parce que, et puis les collections sont extrêmement riches, très encyclopédiques, donc il y a vraiment, je pense qu'on apprend vraiment toute sa vie. Et c'est quelque chose de très gratifiant. C'est un des aspects positifs aussi de travailler dans ce domaine. Il y a que ça soit les domaines couverts par les ouvrages ou les collections, ou même les typologies de documents, et les questions de conservation, et en plus c'est des choses qui évoluent, donc on apprend tout le temps. Et puis comme je suis dans le cadre de mon travail, j'organise des formations, mais je les suis aussi, donc c'est ça aussi, c'est gratifiant de tout le temps apprendre et de former beaucoup. Et on apprend beaucoup des collègues. C'est vrai qu'on est un réseau, donc justement on pourrait s'imaginer qu'on est caché dans nos réserves, etc. Mais il y a vraiment une communauté hyper active sur Twitter. Quand j'entends régulièrement Twitter, c'est nul, tout le monde rage tout le temps, je dis non, moi pas du tout, il y a que des jolies images d'archivistes. Et justement, quand j'ai vu le tweet sur la salle de bain d'Émile Zola, en fait on a toujours peur on est content quand notre contenu est vu, parce que on y a passé du temps, quand il y a un aspect récompense, quand on a des notifications, qu'on a des likes, etc. Je vais pas le nier, mais quand on perd le contrôle sur qu'il y a un buzz, il y a toujours un aspect négatif sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment vite être malsain. Alors que là, du coup, vu le sujet, en fait, c'était très gentillé, le truc sur cette peinture. C'est clair. Et je sais pas toi, mais je trouve que c'est toujours une petite fierté de se dire, ça fait peut-être pas autant de vues qu'un TikTok de danse, je sais pas quoi, mais quand même, tu vois, on prend de la place. Mais il y a une vraie communauté qui interagit, qui est intéressée. Et j'ai quand même, ça fait quand même, du coup, des années que je suis sur Instagram et sur Twitter, et j'ai eu relativement peu de trolls ou après peut-être que le sujet s'y prête moins, mais c'est plus un milieu de hobbits que de trolls. C'est peut-être le moment d'avouer que je poste pas beaucoup de selfies de moi en maillot de bain, peut-être pour ça. T'as loupé le thème du podcast là. C'est vraiment dommage. Et donc du coup, comme je poste des livres,
Et c'est vrai que pour l'anecdote, oui, parfois j'ai eu des choses un peu limites où j'avais posté une photo d'un beau Coran ancien que j'avais eu à une expo au Louvre-Lens. Et bon, c'est pas ma spécialité, du coup j'en parlais vraiment d'un point de vue purement histoire du livre, la relure, etc. À partir des infos que j'avais récupérées sur le cartel, en catalogue Et d'expo. puis en 70 caractères. Et voilà, donc c'est vraiment un petit contenu comme ça, purement histoire du livre. Et quelqu'un est venu me commenter vraiment très premier degré que je faisais l'apologie du terrorisme et du viol parce que je postais un Coran. Et je dis par contre quand c'est des bibles ça vous dérangeait moins. Et puis là on parle vraiment purement d'histoire du livre, on va pas rentrer là-dedans. Donc j'ai eu des petites polémiques comme ça parfois. On se demande est-ce qu'on va pas aller se fatiguer à argumenter face à ça, mais ça restait quand même très très bienveillant comme communauté. Ça va pas très loin, on trouve. Et tu me parlais de quelque chose, je trouve ça intéressant à mentionner en repartageant en recroisant ce mélange de genres. Tu me parlais de ASMR patrimoine et je trouve ça assez grandiose. Oui, il y a eu quelques comptes comme ça qui s'y sont essayés et notamment le Victoria Albert Museum sur YouTube qui a fait une série ASMR et voilà avec du parchemin, etc. Peut-être qu'il faut peut-être que effectivement en plus comme on est censé et je le fais pas du coup de faire plus de vidéos sur Instagram pour plaire à l'algorithme, etc. Peut-être que c'est là que je devrais faire un petit créneau ASMR et pas si on peut découvrir un peu l'ambiance de ton quotidien, ce serait super. Et si je dis pas de bêtises, je crois que la conservatrice à la BNF, Louisa Torres, avait fait un épisode du podcast Passion médiéviste, si je m'en mêle pas les pinceaux, où ça avait dévié en ASMR patrimoine. Je l'ai pas entendu celui-là. Très bon contenu. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, sinon on coupera au montage. Mais en tout cas, 2 comptes à suivre également, le podcast Passion médiéviste et le compte de Louisa Torres. Ah oui, tout à fait. Conservatrice de manuscrits. Alors c'est vrai que je pense que quand on s'intéresse au patrimoine écrit sur les réseaux sociaux, je pense qu'on doit finir par toujours tomber un peu sur les mêmes qui sont actifs. Il y a pas mal de collègues parfois qui me disent, on se croise en journée d'études et qui me disent qu'ils me suivent, qu'ils aiment bien, mais comme ils me suivent en sous-marin entre guillemets, sans jamais commenter, sans être sous leur vrai nom, en fait je me rends pas du tout compte. Alors c'est vrai que peut-être qu'on peut prendre de la place, mais par contre on n'aura jamais autant de commentaires parce qu'on est des gens très discrets en général. Oui, c'est sûr. Après du coup c'est amusant quand en journée d'études on vient me voir et on me fait comment il va Darwin, ou c'était sympa tes dernières vacances au Maroc, et là je me dis mais raconte-moi ta vie peut-être. Parle plus de livres. Non, c'est très bien comme ça. Après cela dit, j'ai aussi cette liberté, c'est un compte personnel et je le dis, c'est pas un compte institutionnel, donc du coup j'ai une totale liberté éditoriale sur mon contenu, sur ce que je partage, et parfois c'est de la déco, ou parfois ça va être de passion, la photo ancienne ou des choses comme ça. Une façon parfaite de montrer qu'il y a autre chose au-delà de la vie d'archiviste. C'est très super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure? Ils sont énormément de choses que j'ai pas. Oui, c'est sûr. Mais il te vient quelque chose comme ça, pouf, au niveau de la fin. Non, c'est dangereux parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je peux parler des heures. Ne prenons plus de risques alors pour aller à l'encontre de ce que j'ai dit. Je réécoute ce que j'ai dit, je vais passer des jours à me dire non, tu aurais dû dire ça, formuler comme ça. Là, c'est pas tout à fait exact. Un peu qu'on soit perfectionniste, en plus, c'est l'enfer. Donc... Non, je trouve ça très bien. T'as bien plus que survolé, dans le sens où t'as une bonne vue globale, et puis on est un petit peu rentré dans plusieurs. Et c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de faire donner une idée de ce qu'on fait, de l'ambiance, de l'eau. Tu disais tout à l'heure en débutant que finalement ton métier est tellement riche et peu connu. La preuve, même moi, en tant que conservatrice restauratrice, on pourrait se dire qu'on est tout le temps en contact, mais pas tant que ça. Ce que je trouve assez aberrant finalement. Je me dis mais comment c'est possible? Donc tu me disais que même ta famille comprend pas toujours finalement en quoi consiste ton métier. Est-ce que tu arriverais à non pas résumer, mais nous trouver les petites choses comme ça qui vont nous faire sentir finalement quel est le sens de ton métier ou l'ambiance de ton métier ou quelque chose comme ça? Je pense. Alors j'espère que ça c'est pas trop radoté par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, mais c'est organiser la coopération professionnelle dans le domaine du patrimoine écrit, et ça passe par
des chantiers de catalogage, des actions de valorisation qui fédèrent plusieurs établissements et de la veille professionnelle, de l'organisation de formation, de la mise à disposition de ressources, etc. Je pense que c'est une bonne synthèse pour reprendre tout ce qu'on a appris et recentrer en mode, donc on a bien parlé de tout ça, je trouve ça assez clair. Et je pense que du coup, les personnes qui ont envie de poser des questions en commentaire sont les bienvenues de le faire s'il y a des points d'ombre encore ou des questions particulières. Puis c'est vrai que c'est même parfois méconnu même de personnes qui travaillent dans ces institutions. Parce que moi, je suis en contact souvent avec les mêmes personnes, j'ai mes interlocuteurs dans chaque établissement, mais le reste de l'équipe souvent voit pas spécialement ce qu'on fait. Elle voit très seule et et rend très pas connectée. forcément compte. Oui, c'est peut-être ça, le c'est un résumé. travail d'ambivalence. Oui. Très riche en tout cas. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. Répondu à l'invitation. Et à très bientôt. Merci. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.